Mes amis, on se retrouve pour une émission tout à fait extraordinaire avec Thierry Messant, notre quinzomadaire. Nous le faisons aujourd'hui depuis Milan, depuis le Duomo de Milan. Vous le voyez, c'est magnifique. Je n'ai pas résisté au plaisir. Alors, évidemment, nous allons avoir des conditions sonores un peu particulières, mais on va essayer d'améliorer le son au maximum. Bonjour Thierry. Bonjour Eric. C'est sympa. Alors, je vais aider Thierry à bien mettre son micro parce qu'évidemment, il l'a mis beaucoup trop loin. Voilà. Sinon, on t'entendra pas. Hop. Voilà. Thierry, je sais que ensemble, on voulait que tu parlasses du financement libyen de Nicolas Sarkozy. Parce que toi-même, tu étais où à l'époque de l'affaire libyenne ? Alors, petite remarque, moi je ne souhaite pas parler du financement de Nicolas Sarkozy, je souhaite parler du financement de la classe politique française par Kadhafi. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais membre du gouvernement de la Jamaïa arabe libyenne, son dernier gouvernement, que quelle fonction dans le gouvernement Kadhafi m'avait confié la préparation de l'Assemblée générale des Nations unies, où lui ou son envoyé aurait expliqué la position libyenne par rapport au droit international et le fait que l'opération de l'OTAN était illégale, contraire au droit international, que c'est l'OTAN qu'il fallait condamner et pas la Libye. Bref, ça n'a pas eu lieu puisqu'elle a été renversée 2 mois plus tôt, même 1 mois plus tôt. 1 mois avant l'Assemblée générale. Oui. Et dans le cadre de ce que je faisais dans ce gouvernement, où je n'ai jamais eu de titre officiel parce que l'Assemblée nationale ne pouvait pas se réunir et ne pouvait donc pas me donner le moindre titre. Mais j'ai présidé un conseil des ministres, etc. Donc j'ai été quand même important dans ce système. Donc, comme la France faisait partie des pays agresseurs, j'ai eu l'idée de réunir une équipe pour montrer que la France n'était pas sincère. Et j'ai demandé aux membres de cette équipe de collationner les éléments qui montraient la corruption de la classe politique française de l'époque. Donc, bien sûr, le financement de l'élection de Nicolas Sarkozy. Mais ceci n'est qu'une partie de ce que j'ai réuni. Alors, quand tu dis « j'ai réuni », concrètement, ça voulait dire quoi ? Avec quelle personne ? Quel type de document ? Ça prenait quelle forme à la fin ? Alors, il y avait 7 personnes qui étaient tous des responsables, en fait, soit des responsables officiels, soit des responsables des services spéciaux. Et les documents pouvaient être de n'importe quelle nature. Moi, ce que je voulais, c'est savoir ce qui s'était passé et qu'ils trouvent les documents pour qu'on puisse expliquer par la suite les choses. Mais ce que je voulais d'abord, c'était des informations précises. Donc, ils ont réuni des documents à la fois écrits et audio. Il n'y avait pas de documents vidéo. D'après les gens que j'ai réunis, oui, d'après eux, il y avait bien eu un financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, probablement à hauteur de 50 millions. 50 millions d'euros. Oui. Il y avait beaucoup d'euros en Libye. Mais ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que Mouammar Kadhafi n'avait pas mis tous ses œufs dans le même panier et qu'il avait également financé la campagne d'un challenger de Nicolas Sarkozy. Et qui était ? Celui qui s'est retrouvé au 2e tour. Alors, celle, en fait. Oui. Et ce financement, il était de combien pour... De la moitié, c'est-à-dire 25 millions.
Alors, donc, tu nous cites des chiffres qui sont évidemment extrêmement importants dans mon temps, d'abord, puis politiquement très sensibles, puisque ce que tu nous dis, c'est qu'au fond, Kadhafi, il avait une logique très McKinsey il faut qu'on contrôle le tiercé, même dans le désordre. Oui, il faut qu'on contrôle le tiercé même dans le désordre. Il avait pensé que les deux principaux candidats, c'était ceux-là, et que l'un des deux serait élu. Ouais. Quand même, dans l'affaire, on est soucieux de la santé juridique du courrier, qui peut être accusé de plein de choses en révélant, en répétant, en publiant ses affirmations. Concrètement, quand même, quels étaient les éléments tangibles, les preuves, si tu t'en souviens, que ces gens qui travaillaient pour Kadhafi, en fait, avaient réuni? Ça ressemblait à quoi? C'était des bordereaux de paiement, Alors, il y avait des bordereaux de paiement, mais surtout, donc, il y avait des enregistrements audio. Et ces enregistrements, tu les as entendus à l'époque? Non, je les ai pas entendus. Non, je les ai pas entendus. Et ils ont beaucoup voyagé au moment où la Jamaïa a été détruite. Alors, dans ces enregistrements audio que tu n'as pas écoutés, il y avait quoi? Les négociations et surtout, en fait, il faut comprendre que Kadhafi n'a pas fait ça pour les beaux yeux d'avoir un ami à l'Élysée. Hein. Un ami ou une amie, mais ce qu'il a voulu, c'est négocier quelque chose. Et la négociation consistait avant tout à amnistier les crimes qui avaient été commis pendant la guerre du Tchad. Donc il faut savoir que il y a eu une guerre au Tchad où la Libye était impliquée et où la France s'est trouvée impliquée aussi. Donc cette guerre, elle a eu lieu à la fin des années 80. Oui. Et il y avait un conflit autour de la bande d'Aouzou à l'époque. Alors je ne connais pas bien tout ce conflit, mais il y avait un conflit très important. Le maréchal Haftar, qui est aujourd'hui le chef d'une partie de la Libye, était le protagoniste libyen à ce moment-là. Bon, après, il est allé aux États-Unis, ça c'est autre chose. Mais au cours de ce conflit, la Libye a détruit un avion, je pense de la TWA, avec tous ses passagers. Et ce crime a été jugé en France, et par contumace, le beau-frère de Mouammar Kadhafi s'est trouvé condamné, et d'autres personnes. Alors, il ne contestait pas avoir fait cet événement, hein, mais il disait que c'était dans le cadre de cette guerre. Alors, on peut évidemment apprécier ou pas que dans le cadre de cette guerre, il s'en soit pris à un avion civil. Mais ce qu'il exigeait en échange de cet argent, c'était l'amnistie des personnes qui avaient été condamnées en France. Dont son beau-frère. Dont son beau-frère. Alors, je ne sais pas ce que les récipiendaires de cet argent ont pu lui donner comme garantie qu'ils allaient faire ça. Mais lui, Mouammar Kadhafi a cru que oui, ils allaient le faire. Donc, pour que ce soit bien clair dans l'esprit des gens, le financement de la campagne de Kadhafi, enfin, le financement de la campagne de Sarkozy pour Kadhafi, c'est 2007. Non, le financement des campagnes, des deux campagnes des principaux candidats à l'élection présidentielle française, s'est fait en échange de ce marché. 2007, c'est la campagne de 2007, oui. Mais pas encore la campagne de 2012, puisque là, on est en 2011. Là. Les événements, ils interviennent en 2011. Et donc, toi, à l'époque, tu dis, Kadhafi, d'une certaine façon, c'est qu'il va être attaqué par l'OTAN. Oui. Il y a des débats sur le positionnement de Kadhafi, et Kadhafi, au fond, monte un dossier pour dire mais moi, j'ai payé les candidats français aux élections présidentielles pour qu'il y ait une amnistie en faveur de mon beau-frère qui est emprisonné en France. Non, il n'était pas emprisonné, il était à Tripoli, mais il ne pouvait plus voyager, tout ça. Il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. Et je vous dis, c'est pas du tout un type sympathique, hein, son beau-frère. Pourquoi ?
C'était le chef d'un service secret et lui, c'est un tortionnaire. Je ne dis pas du tout qu'on pratiquait la torture en Libye, à quelques exceptions près, et lui était la personne qui pratiquait la torture. Concrètement, quelle a été la position de la France dans ce marché? Est-ce que, après 2007, Nicolas Sarkozy a délivré la promesse contre laquelle l'argent lui aurait été donné? Alors, apparemment, il y a eu une grosse embrouille, très grosse embrouille. C'est-à-dire? Je ne connais pas les détails de cette histoire. Nous n'en saurons pas plus. Mais est-ce que Sarkozy a procédé à l'amnistie du beau-frère de Kadhafi? Non. Non. Et il y en avait un très fort ressentiment. Toi, tu as fréquenté Kadhafi à l'époque. Alors, Kadhafi, en fait, je ne l'ai rencontré que 2 fois. Mais j'avais des relations avec Saïf el-Islam. Son fils, celui qui faisait de la politique. Et il avait plusieurs enfants, de femmes différentes, des caractères complètement différents. Saïf el-Islam était quelqu'un d'assez réfléchi et de tout à fait modéré. Et donc tu étais, on va dire, dans la proximité de Saïf el-Islam. Tu avais une proximité de travail avec lui. J'ai été pendant 4 mois dans le même hôtel que lui. Et Saïf el-Islam disait, mon père en veut beaucoup aux Français de l'avoir roulé dans la farine. C'est pas seulement lui, il faut que tu restes bien là où tu avances. Oui. Tout son entourage disait ça. Tous. Parce qu'il y a eu plusieurs échanges. Vous savez, il y a eu l'affaire des infirmières bulgares et du médecin palestinien. Donc, ils avaient été accusés par l'opposition de Kadhafi. Ils avaient été accusés d'avoir inoculé volontairement le virus du sida à des enfants. Et il faut comprendre, parce que là, l'autre jour, Frédéric Ancel, l'auteur pro-israélien, a déposé dans le procès, mais je pense qu'on n'a pas compris, quand il a fait cette explication, que cette plainte contre ce personnel soignant n'émanait pas de Kadhafi, mais de son opposition, et que celui qui a mené cette plainte est devenu le ministre de la Justice de l'après-Kadhafi. Et moi, pour avoir discuté, alors pas immédiatement en Libye, mais lorsque la Libye s'est effondrée, j'ai rencontré les responsables des frères musulmans qu'on avait mis au pouvoir. J'en ai rencontré plusieurs en Iran, parce qu'il y avait chaque année, il y a un grand rassemblement en Iran qu'organise le But suprême avec toutes les organisations musulmanes du monde entier, et il invite systématiquement les frères musulmans dont il ne partage pas du tout les opinions. Mais donc ils étaient là, et moi j'ai vu constater que ces gens avaient un raisonnement totalement absurde sur la transmission du sida. Je parle des amis de Bernard-Henri Lévy, les a présentés comme ses amis. Remets-nous ça dans le contexte, parce que pour toi c'est très frais, il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'est l'affaire des infirmières bulgares, et qui ne voient pas l'intervention de Bernard-Henri Lévy. Remets-nous dans le contexte. Donc, ces gens s'étaient retrouvés emprisonnés. Certaines de ces... Donc ces gens, quels gens? Donc des infirmières et un médecin, ils ont été torturés pendant leur détention préventive. Donc Nicolas Sarkozy a négocié leur libération, il a réussi à négocier leur libération.
On dit que Cécilia Sarkozy, à l'époque, s'était déplacée, Oui, alors avait négocié l'affaire. voilà. Ce que disaient les gens à l'époque, moi je ne sais pas, hein, je répète juste ce qu'on m'a dit à Tripoli, hein, c'est que c'est Cécilia Sarkozy qui a transporté l'argent. Ça venait le Qatar a servi d'intermédiaire, tout ça. Et qu'en fait, Nicolas Sarkozy lui a fait don d'une partie de cet argent comme cadeau de séparation. Il y a eu des supputations sur les relations, la façon dont Cécilia Sarkozy avait négocié l'affaire avec Kadhafi. On a beaucoup dit que le guide Kadhafi l'a trouvée très séduisante. C'est évidemment à la fois anecdotique, mais c'est aussi des éléments de la petite histoire qui peuvent expliquer comment se cristallisent des Il faut bien comprendre des que rivalités. les époux Sarkozy étaient de fait séparés à ce moment-là. Donc dans l'affaire, tu es en Libye au moment où l'OTAN décide d'en finir avec Kadhafi. Et Kadhafi dit, mais attendez, j'ai arrosé tout le monde et je vais vous le prouver. Voilà. Et toi, tu es l'homme qui rassemble Oui. ce dossier. Oui, et alors, en fait, j'ai ramassé ce dossier, mais j'en ai ramassé d'autres aussi. Hein. J'ai ramassé la question de la vie de... Parce que j'ai envoyé des responsables des services de renseignement en Tunisie pour avoir d'autres éléments en Tunisie. Et ils ont rapporté l'histoire de la vente de l'avion présidentiel. Quand Nicolas Sarkozy a acquis le Sarkozy One. Donc l'ancien avion présidentiel était revendu dans des conditions qui ne sont, je ne pense pas, conformes à la loi française. Et de même, on m'a également rapporté des éléments sur des membres du cabinet de François Fillon qui, alors je ne dis pas François Fillon du tout, hein, mais des membres de son cabinet qui avaient bénéficié de vacances luxueuses en Égypte. Bon, alors, sur tous ces sujets, il faut insister Oui. sur le fait que donc ce sont les propos de Thierry Messant, que donc nous, dans notre boulot d'information, notre mission est d'aider les gens à comprendre, mais en étant capable de faire la part du vrai et du faux, du doute et de la certitude. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ces preuves sur lesquelles tu fondes des allégations dont on mesure la portée? Qu'est-ce qui reste de ces preuves que tu avais rassemblées? Alors en venant ici, nous avons rencontré un officier français qui nous assure avoir détruit les carnets de Nicolas Sarkozy. C'est possible. Il était effectivement venu à Tripoli au moment de l'effondrement. Visiblement, vous y étiez croisés. Oui, Donc, pour que ce soit clair pour les auditeurs, à l'aéroport d'Orly, nous avons croisé un monsieur tout à fait charmant, qu'on salue, et qui manifestement a une proximité avec le service, qui nous a reconnus dans l'aéroport et qui s'est rappelé au bon souvenir de Thierry en disant « on s'est vu à Tripoli à l'époque ». Alors, les documents audio dont je parlais ont été récupérés par le directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, qui a voyagé après en Europe, a fait l'objet d'une tentative d'assassinat à Londres, je crois. Et donc Thierry sourit, puisque c'est pas une private jet, c'est que justement ce matin à l'aéroport d'Orly, nous évoquions ces événements avec des services. Et il est parti en Afrique du Sud et personne ne l'a empêché de partir en Afrique du Sud. Et donc ce que tu dis, c'est que cet énergumène, ce personnage... Non, c'est pas du tout un énergumène, c'est un homme très bien, mais... C'est lui qui est
Je dis que détenteur. c'est comme ça qu'il a réussi à échapper à la catastrophe qui s'est abattue sur la Libye. Alors, c'est comme ça, c'est un peu lapidaire. C'est-à-dire parce qu'il avait ses documents, Ouais. il était devenu intouchable. Et on l'a, d'une façon ou d'une autre, on lui a permis de s'exfiltrer pour échapper au bombardement et à la purge qui a eu lieu à la tête de la Libye. Vous savez, c'est un moment où il y a plein de gens qui sont morts dans des circonstances bizarres. Hein. Oui, oui. Il se trouve que toi, donc tous ceux qui sont intéressés par cette affaire peuvent lire le document que nous publions sur le Courrier des Stratèges dans l'article qui accompagne cette vidéo. C'est un document une lettre que tu as écrite à l'époque au juge chargé de l'instruction. Est-ce que tu peux nous remettre cette lettre que vous pouvez lire en ce moment sur le site, si vous êtes branché sur le site? Est-ce que tu peux nous remettre cette lettre dans son contexte? Après avoir été en Libye, je suis allé d'abord au Liban, puis en Iran et finalement en Syrie. Et en Syrie, j'ai pu assister à la reproduction de ce qui s'était passé en Libye. C'est-à-dire on lançait une opération pour renverser l'État, en fait. Le gouvernement, il s'en moquait complètement. C'est renverser les structures de l'État. Et dans cette opération, comme en Libye, c'était les mêmes protagonistes, y compris la France. Donc, à un moment donné, il y a eu un émirat islamique qui a été décrété dans une banlieue de Homs, à Baba Hammer, et un ministre de Nicolas Sarkozy a souhaité négocier que les officiers français qui étaient présents dans cet émirat islamique puissent s'enfuir. Et j'ai été tiers de confiance dans cette négociation entre la France et la Syrie. Alors, moi je n'ai pas conclu l'accord, ce sont les Russes qui ont conclu l'accord. Mais Nicolas Sarkozy a changé son attitude vis-à-vis de la Syrie et il a retiré ses hommes et on a laissé partir ces officiers qui étaient à Baba Hammer. Il faut comprendre quand même ce qu'était cet émirat islamique. Hein. Ils avaient créé un tribunal révolutionnaire là-bas, ils avaient condamné à mort et égorgé une 50aine de personnes. Donc ça, on nous raconte que c'était le peuple qui cherchait à se libérer, c'était pas du tout vrai. C'était une secte islamiste qui s'était regroupée là. C'est la seule fois où il y a eu, dans toute la guerre de Syrie, où il y a eu une guerre entre Syriens, parce que là, c'était que des Syriens. Donc il y avait ces gens-là, puis ils avaient fait venir avec eux des repris de justice, et ensemble, ils avaient expulsé toute la population de Baba Hammer, ils s'étaient approprié cet endroit. Donc quand j'ai vu que Nicolas Sarkozy changeait d'attitude et que la France faisait la paix, j'ai changé d'avis vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Je ne pensais pas qu'il remettrait en question le fait d'avoir reçu de l'argent pour sa campagne électorale. Mais j'ai eu l'idée de lui fournir un autre argument. S'il devait être jugé en France, alors il faut que tout le monde soit jugé pour le même crime. Sans ça, cette loi est inique. C'est absolument immoral de condamner le seul Nicolas Sarkozy pour quelque chose qui a été fait par au moins 2 candidats. Et qui était au fond un élément d'une négociation entre États. Oui, enfin, ils étaient ni l'un ni l'autre n'étaient présidents quand ils ont négocié ça. Hein. Voilà, il y avait une raison d'État derrière l'esprit de cette corruption. Oui.
Mais donc, je lui ai écrit, enfin, c'est pas lui que j'ai écrit au juge d'instruction en lui disant, ben voilà les éléments, et je peux vous dire qu'il n'y avait pas que Nicolas Sarkozy, il y avait aussi Madame Royal. Et qu'est devenue cette lettre? Alors, donc cette lettre, on la publie. Alors je souligne donc pour que le lecteur fasse bien la part des choses. Donc cette lettre, c'est en fait la réédition du courrier que tu as envoyé. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous prouver que c'est ce courrier-là qui est parti au juge? À part ta bonne foi que tu en cause, mais au-delà, on n'a pas de numéro d'accusé, on n'a pas de numéro de recommandé, on n'a pas de signature. Il faut savoir que à l'époque, j'ai le reçu du recommandé que j'ai envoyé, mais je n'ai pas eu le retour parce qu'il n'y avait pas de retour vers la Syrie à ce moment-là. Et donc, dans cette lettre dont tu peux entendre, j'espère que on va dire des juristes, des experts contestent la valeur, puisqu'ils se disent peut-être qu'il a écrit ça il y a 3 mois et qu'il le sort maintenant et que peut-être ça n'a jamais été envoyé au juge Tourner. Alors, moi, je l'ai envoyé au juge Tourner et je pense que celui-ci s'est trouvé en face d'un grave dilemme. Est-ce qu'il allait élargir son instruction ou pas? Peut-être a-t-il pensé que je ne donnais pas d'éléments assez précis pour pouvoir élargir ses investigations. Mais je continue à dire que ce procès n'est pas légitime s'il est le seul. Et en même temps, tu dis oui, il y a eu un financement libyen de Sarkozy selon les informations que tu nous dis avoir recueillies à l'époque. Oui. Et, les informations qui ont été publiées en France par Mediapart viennent de sources que je connais très bien. Donc, quand cette affaire est sortie, en fait, celui qui a donné les documents à Mediapart, qui était un jeune boulanger franco-marocain, en fait, celui qui a donné ces documents à Mediapart a essayé d'abord d'en faire de l'argent, puis après il a eu peur, il s'en est débarrassé. Mais comme tu le sais, la justice, au fond, a pris acte du caractère contestable de ce dossier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acte d'accusation contre Nicolas Sarkozy ne repose pas que sur ce dossier. Oui. Et c'est très bien que la police française ait trouvé d'autres éléments, mais ça ne fait que confirmer cela. Rétrospectivement, quand même, puisque il y a cette affaire de financement libyen, mais il y a le sujet de fond, ça a été la stratégie de l'OTAN, de l'Occident, vis-à-vis de la Libye. Quel est le regard que tu portes rétrospectivement sur cette volonté que l'Occident a eue de faire tomber le régime de Kadhafi, qualifié de terroriste à l'époque? Je pense que c'était la deuxième étape après la destruction de l'Irak, que la troisième, ça a été la destruction de la Syrie, et que la quatrième, ça sera la destruction de l'Iran. Donc ça se situe dans un plan plus vaste qui a été élaboré en 2000 et qui a été officiellement annoncé dans la revue Parameters, la revue de l'armée de terre des États-Unis, le lendemain des attentats du 11 septembre. Ça consiste à dire que l'armée des États-Unis doit défendre les intérêts capitalistes des États-Unis et que pour ce faire, elle doit garantir aux États industriels, aux États du commerce dans le monde, quels qu'ils soient, y compris la Russie et la Chine, elle doit leur garantir l'accès aux ressources minérales, aux matières premières, à tout ce qui existe au Moyen-Orient, à la condition qu'ils versent leur dîme aux États-Unis. Et c'est ça que nous voyons. Si vous avez une explication
de la guerre en Irak, une autre de la guerre en Libye, une de la guerre en Syrie et une de ce qui va se passer en Iran. Bon, vous trouverez des éléments qui concernent chaque pays, mais la seule chose qui explique que tout ça soit fait, c'est ce plan. Est-ce qu'à l'époque, un Kadhafi connaissait ce plan? Non, il ne le connaissait pas. Et moi non plus d'ailleurs. Quand est venu le dévoilement de ce plan? Moi, quand j'ai écrit mon livre sur les attentats du 11 septembre, j'ai consacré un tiers du livre à dire que les États-Unis, parce que je rappelle, ce livre parle dans le premier tiers des attentats, mais c'est un livre de sciences politiques et il parle ensuite de ce que va devenir le monde. Et je disais que les États-Unis allaient lancer une opération coloniale, en fait, pour étendre leur empire. Donc ça avait fait beaucoup rire le journal Le Monde qui disait que penser que les États-Unis allaient attaquer l'Irak, c'était ridicule. On voit qu'ils se sont trompés. Mais en fait, je n'ai compris ça que lorsque un de mes amis est venu m'apporter un livre paru aux États-Unis de l'assistant de l'amiral Sebrowski qui expliquait la nouvelle carte du Pentagone. Là, c'est évident. Hein. Puis j'ai récolté plein d'autres choses à ce moment-là. Donc ça, tous les éléments datent de 2005. Certains datent de 2000 même. Mais les éléments vraiment publics, c'est 2005. Mais je n'en ai eu conscience que en 2012 ou 2013. Du fait qu'au fond, les États-Unis passaient à l'acte et exécutaient leur plan. Exécutaient leur plan, et on vient de le voir encore en Syrie. Tu parles de l'intervention, du rôle des États-Unis dans cette politique, mais au fond, dans l'affaire libyenne, les Français et les Anglais ont agi avant même les États-Unis. Oui, alors ça, c'était prévu au départ. Les États-Unis avaient dit qu'ils allaient se décharger de l'opération sur la France et le Royaume-Uni, qui avaient conclu un traité en vue de faire cette action. Donc d'ailleurs, c'est très bizarre parce que dans ce traité, on prévoit des manœuvres entre les deux pays, et ces manœuvres, en fait, c'est la description de la guerre qui va avoir lieu. Quel intérêt Sarkozy avait-il à l'époque à devenir le vassal des États-Unis dans cette affaire? Alors que Chirac avait refusé de le faire en Irak. Alors d'abord, il faut comprendre que Nicolas Sarkozy est un homme qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout ce qu'il était quand il était président de la République, et encore moins quand il était jeune homme. Mais lorsqu'il était jeune homme, il est allé aux États-Unis et il est allé chez la troisième femme de son père. C'est une affaire familiale un peu compliquée. Et la troisième femme de son père était mariée à une personnalité très importante dans les services spéciaux aux États-Unis, puisque c'est le fils d'un des principaux fondateurs de la CIA, et c'est même le fils de l'organisateur du réseau Stay Behind de l'OTAN en Europe. Donc, il a été élevé dans ce milieu. Et son beau-père, en quelque sorte, lui a dit « on fera de toi le président en France ». Donc quand par la suite il a été responsable des jeunes du RPR, ça s'appelle les Républicains maintenant, ça s'appelle RPR alors, quand il a été... Non, c'était l'UDR au départ, l'UDR à ce moment-là. Quand il a été responsable des jeunes de ce mouvement... L'UMP? Non, en fait, l'histoire, c'est l'UDR, l'UMP... Voilà. Donc, quand il a été responsable des jeunes de ce mouvement post-gaulliste, il a écrit, vous savez, à François Mitterrand en demandant à visiter l'Élysée. Et c'est Jacques Attali qui a raconté ça dans un papier qu'il a écrit, je crois, dans l'Express ou je ne sais plus. Et
Jacques Attali l'a reçu à l'Élysée comme le jeune responsable de la jeunesse de son opposition. Et il lui a dit, je vais être le prochain président. Donc il était vraiment persuadé de ça. Concrètement, donc, ce que tu nous dis, c'est que Sarkozy, président, avait subi une influence américaine forte, Oui, et qu'au fond, au plus proche des services, et que, d'une certaine façon, ça faisait partie de son parcours politique. oui, quand il est arrivé à l'Élysée, vous savez, une fois élu, il est allé prendre des vacances avant d'aller à l'Élysée. Et donc il est parti aux États-Unis avec sa femme et avec Rachida Dati à Troyes. Et en fait, on ne le sait pas trop ici, mais il était accompagné par beaucoup de gens qui ont constitué son équipe par la suite. Et il a rencontré le président Bush fils et il a négocié des choses avant son arrivée à l'Élysée. Bon, on livre tout ça à votre sagacité. On va laisser Thierry retourner à la vie milanaise, à la brillante vie milanaise. Et puis de toute façon, on se retrouve mercredi prochain avec Édouard Husson. On refera un point. On sera 2 jours après l'intronisation officielle de Donald Trump. Et donc ce sera donc il y aura peut-être la paix en Palestine et il y aura peut-être le changement du Groenland qui sera devenu états-unien, on ne sait pas. Et peut-être d'autres surprises encore. C'est Hollywood. Eh bien donc on se retrouve à très bientôt. Merci de ce témoignage et puis ne manquez pas les documents que nous publions à l'appui de cette vidéo dans l'article du Courrier des Stratèges qui évoque le financement libyen de Sarkozy. À très bientôt Thierry. À très bientôt.